Les deux présidents les plus puissants de la planète du point de vue militaire, le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine, se sont finalement rencontrés le vendredi passé 15 août 2025. Ils se sont rencontrés bien évidemment à la base américaine John Elmendorf Richardson, c'est à Anchorage dans l'état d'Alaska aux États-Unis d'Amérique. Ils étaient accompagnés par leurs proches collaborateurs. Notamment du côté des États-Unis, il y avait le secrétaire d'État américain Marco Rubio, mais également il y avait aussi l'envoyé spécial du président américain de la Russie, monsieur Steve Witkoff. Mais également du côté de la Russie, il y avait le ministre des Affaires étrangères, monsieur Sergei Lavrov, et aussi monsieur Yuri Ishchakov, qui sont bien évidemment très proches du président Vladimir Poutine. À la table, finir la guerre en Ukraine. C'était un sommet pour finir la guerre en Ukraine. Alors la question est de savoir, premièrement, pourquoi la guerre en Ukraine a commencé? Quelles sont les conséquences de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine? De deux, pourquoi le choix de l'Alaska comme partie pour négocier? Bien évidemment, et pourquoi ils ont choisi Alaska comme un lieu pour ces sommets? De trois, alors on peut aussi se poser la question de savoir qu'est-ce que Poutine exactement réclame et qu'est-ce que les pays occidentaux qui soutiennent la Russie sont prêts à concéder. Et aussi, on va aussi se poser la question de savoir quelle sera la prochaine étape dans cette recherche de la paix entre la Russie et l'Ukraine. Il est très important d'être fort. Quand vous êtes fort, on vous respecte. Quand vous êtes fort, on a peur de vous et on finit même par vous aimer. Quand on est fort, on impose sa position à d'autres personnes. C'est que vous aimiez. Vos intérêts sont mis à table et vos intérêts sont beaucoup plus écoutés, considérés, parce qu'on sait que vous êtes fort. C'est pourquoi il y avait un empereur romain Caligula qui avait dit qu'ils me haïssent pourvu qu'ils me craignent. C'est pour dire que si les gens doivent, par exemple, vous craindre, mais ils ont quand même peur de vous, il y a quand même du respect qui va s'établir entre vous. Et là, c'est vraiment très important. Ce que j'apprécie beaucoup plus chez les Américains est que les Américains, depuis la création des États-Unis d'Amérique, le père fondateur avait dit au second amendement, prenez en main votre propre sécurité, en disant que, vous avez le droit de porter une arme pour vous protéger vous-même comme individu, protéger votre famille et protéger votre pays. L'armée ne doit pas seulement être considérée comme une institution pour protéger les pays. Il faut d'abord que cette sécurité commence par vous-même. C'est la raison pour laquelle les États-Unis ont un budget d'environ de 934 milliards de dollars, qui représente environ plus de 70% du budget annuel américain, mais il consacre sur la sécurité. La recherche, les équipements, les salaires, les opérations à travers le monde, les bases américaines pour imposer leurs droits. Poutine, de l'autre côté aussi, il a compris aussi qu'il est très important d'être fort. Il a beaucoup investi dans l'armement, il a beaucoup investi dans ce militaire, et c'est la raison pour laquelle on parle, bien évidemment, d'enrichissement d'armes nucléaires de part et d'autre. Il y a environ plus de 6000 armées nucléaires déjà développées par la Russie. Les États-Unis aussi en a de milliers d'armées nucléaires déjà développées. Tout ça, c'est pour, développer la dissuasion à travers le monde. Et c'est très important. C'est pourquoi quand je m'adresse souvent aux politiciens africains de comprendre que oubliez vos poches. Commencez par la sécurité de vos pays. Et c'est ça ce qui va vous donner le respect, la considération. Ça va vous permettre d'asseoir vos politiques de développement. Sans l'armée, il n'y a rien. Pourquoi le président Kagame, par exemple du Rwanda, lui, il a compris ça. Tout ce qu'il reçoit comme budget, il investit d'abord pour construire son armée. Et là, c'est vraiment très important. Rentrons à nos moutons. La guerre en Ukraine. Le 24 février 2022, le président russe, Vladimir Poutine, il fait un discours. Et puis il dit, voilà, je lance une opération spéciale en Ukraine. Pour lui, il voulait prendre le contrôle de l'Ukraine. Alors pourquoi
Vladimir Poutine voulait à tout prix prendre l'Ukraine. Qu'est-ce qu'il y avait comme problème? Rentrons un peu dans l'histoire. On se rappelle que les causes profondes de la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 40 jusqu'en 45, eh bien, l'ancien chancelier allemand, Messier Adolf Hitler, était en train de prendre le contrôle de toute l'Europe. Il y avait déjà beaucoup de pays déjà tombés. Beaucoup de juifs déjà étaient bien évidemment tués, plus de 6 millions de juifs. Alors, trois leaders se sont réunis pour dire nous devons barrer la route à la progression d'Adolf Hitler. Il est en train d'avancer. Peut-être demain il va être en Allemagne, et il doit être en Grande-Bretagne, et puis peut-être il va aller aussi aux États-Unis. Mais si Winston Churchill, qui était eh bien le premier ministre britannique à l'époque, il avait prononcé un grand discours, bien évidemment, au Congrès américain, disant que nous devons nous unir pour barrer la route à Hitler. Alors, trois leaders se sont réunis, dont l'ancien président américain, M. Franklin Delano Roosevelt, le premier ministre britannique de l'époque, Winston Churchill, et l'ancien président russe, M. Joseph Staline. Se sont réunis, ils ont tapé fort Monsieur Adolf Hitler et ils ont capitulé l'Allemagne. Quand l'Allemagne est tombée, malheureusement, l'Allemagne était divisée en deux. L'Allemagne de l'Ouest, qui était contrôlée par eh bien, le pouvoir, bien évidemment, des États capitalistes, les États-Unis et les pays de l'Europe de l'Ouest, dont la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, les États-Unis, et l'Europe de l'Est, qui, bien évidemment, était restée dans la main de l'URSS. C'est-à-dire, ils se sont partagés le butin, eh bien, de la guerre. Mais par la suite, en 1949, eh bien, les gens de l'Ouest ou les pays de l'Ouest se sont réunis pour dire que nous devons eh bien, avoir une alliance commune. Ils ont créé ce qu'on appelle l'OTAN, c'est-à-dire Alliance, Organisation Transatlantique, qui avait pour objectif d'avoir une alliance militaire que si un pays est attaqué, c'est nous tous qui sommes attaqués, on doit quand même s'unir. Mais par la suite, cette alliance avait comme ennemi principal maintenant, qui n'est plus l'Allemagne, l'ennemi principal devient maintenant l'URSS, Union des républiques sociales soviétiques, qui avait comme politique économique, eh bien, le communisme et le socialisme. Tandis que le pays de l'Ouest de l'Europe et les États-Unis ont une politique de capitalisme. Le capitalisme veut dire c'est le marché qui détermine son fonctionnement, la privatisation des facteurs de production, et la compétitivité. Mais pour le communisme, c'est l'État qui contrôle tous les facteurs de production, l'égalité des chances entre les gens et consorts. Donc, ces deux courants se sont battus. Alors, il y a eu ce qu'on appelle la guerre froide qui s'est créée entre l'URSS et ces pays. Cette guerre froide est partie jusque dans les années, bien évidemment, 90. Mais en 1989, eh bien, les deux courants se décident de dire, voilà, nous devons trouver la paix et réunir encore l'Allemagne. Mais l'URSS a dit, voilà, si vous voulez que l'Allemagne soit réunie, il faut éviter que l'OTAN puisse eh bien avoir son expansion vers l'est de l'Europe, c'est-à-dire du côté de l'URSS. Ils se sont mis d'accord, mais ils n'ont pas écrit. Il n'y a pas eu un traité légal qui avait été signé quant à ça. C'était juste verbal. Confiance, confiance. Comme nous avons bâti l'Allemagne ensemble, on se comprend aussi. Par la suite, l'Allemagne s'était réunie, parce que l'Allemagne était divisée en deux. Et quand l'Allemagne s'était réunie, en 1989, il y a eu ce qu'on appelle la chute du mur de Berlin. Malheureusement, en 1991, l'URSS s'est éclatée parce qu'il y avait bien évidemment deux grands leaders, le leader Mikhail Gorbatchev, qui était à l'époque le leader soviétique. Il avait accepté la proclamation d'indépendance de ces États et beaucoup d'États se sont retirés, dont l'Ukraine et bien d'autres États. Mais l'OTAN n'a pas respecté cette convention. L'OTAN a commencé à avancer vers l'Est, avec des pays comme Latvia, par exemple, comme Lettonie, par exemple. Ces pays sont parvenus à commencer aussi à adhérer à l'OTAN. Il y en a d'autres pays, par exemple, comme la Finlande aussi, par exemple, qui aussi a rejoint eh bien l'OTAN, qui sont des pays qui sont limitrophes, bien évidemment, de la Russie, parce que la Russie était devenue comme le pays central, bien évidemment, eh bien, de l'ancienne République sociale soviétique. Alors, maintenant, après ça, les conflits ont continué, mais par la suite, en 2014, eh bien, le président Vladimir Poutine a
Le 31 décembre, de 1999, le président Boris Eltsine, qui était le président de la Russie à l'époque, annonce, à la télévision, comme une adresse à la nation, disant que voilà, il démissionne, peut-être pour des raisons personnelles, mais il est remplacé en attendant par, Poutine. Poutine prend le pouvoir, déjà en 2000 ans. Directement, il commence un nouvel an avec un nouveau président. En 2014, seulement 14 ans en étant au pouvoir, Poutine maintenant lance une opération en Crimée pour réclamer que Crimée doit revenir, vers la Russie. Et cela a fait vraiment, a fait fâcher, l'Ukraine, a fait fâcher les pays occidentaux parce que Poutine sentait déjà que l'Ukraine avait aussi tendance d'adhérer vraiment aussi vers l'OTAN. Et cela a créé déjà des problèmes. Et en 2022, le 24 février 2022, Poutine lance une opération spéciale, en Ukraine, dans l'objectif de récupérer aussi d'autres régions, de l'Ukraine. Et c'est ce qui a engendré la guerre actuelle, qui a déjà fait 3 ans. Plus de millions d'Ukrainiens ont fui l'Ukraine. Beaucoup sont tombés, beaucoup de militaires sont morts et beaucoup de villes ont été, bien évidemment, détruites. Il y a environ 4 régions qui ont été capturées. Ajouté à la Crimée, ça fait déjà 5 régions ukrainiennes. Environ 20% du territoire ukrainien déjà occupé, bien évidemment, par la Russie. Et c'est comme ça que les États-Unis se sont engagés pour soutenir aussi l'Ukraine, d'autres pays européens, l'OTAN aussi, pour dire voilà, nous devons quand même soutenir l'Ukraine pour défendre sa souveraineté. En janvier 2025, le président Donald Trump revient au pouvoir. Parmi ses agendas le plus grand, remettre la paix, en Ukraine. Comme Trump de nature n'aime pas la guerre, il veut toujours trouver la paix, avec des négociations, avec de pressions diplomatiques, des pressions économiques, des sanctions, des tarifs et consorts. Lui n'aime pas toucher les armes pour faire la guerre. Alors il s'est dit, il va finir cette guerre, mais avec quand même un dialogue. Et c'est la raison pour laquelle il avait commencé déjà des initiatives à se rencontrer avec le président ukrainien Zelensky, mais également des téléphones avec des coups de téléphone avec le président Poutine pour trouver quand même de la paix ou un compromis, un agrément de paix avec l'Ukraine et la Russie. Alors le choix de l'Alaska pour faire cette négociation, ces sommets de paix, c'est parce que Alaska c'est comme un lien commun entre la Russie et les États-Unis d'Amérique. Alors, pour entrer un peu dans l'histoire, en 1853, entre 1853 et 1856, il y avait eu la guerre entre l'Empire russe, aussi avec l'Empire ottoman, qui est actuellement appelé Turquie. Alors, cette guerre-là avait bien évidemment affaibli économiquement l'Empire russe. Ils s'étaient endettés, ils avaient beaucoup de problèmes économiques. Et aussi, à l'époque, la Grande-Bretagne occupait bien évidemment les Canada, qu'on appelait Canada britannique. Alors les Britanniques étaient là et les conflits entre l'Empire russe et les Britanniques étaient déjà aussi grands parce que le Britannique et les Français avaient soutenu l'Empire ottoman ou la Turquie pour bien évidemment frapper l'Empire russe. C'est la raison pour laquelle les Russes se sont trouvés que nous sommes sur les 3 continents parce que la Russie, c'est le seul pays qui était étendu sur 3 continents. L'Asie, l'Europe et aussi l'Alaska à l'époque était bien évidemment la Russie. Et c'est la raison pour laquelle les Russes se sont dit, nous devons quand même vendre cette partie pour avoir un peu d'argent pour répondre à nos besoins économiques. C'est la raison pour laquelle les États-Unis, comme ils étaient dans une période d'expansion du territoire américain, ils ont acheté Alaska en 1867. Ils ont acheté ça à 7 200 000 dollars seulement. Pendant que Alaska est très grand, Alaska a beaucoup de minéraux actuellement, comme par exemple le gaz, le pétrole, des lacs, des rivières, mais également des montagnes, et une très bonne terre pour l'agriculture. C'est vraiment un très bon territoire. Mais à l'époque, il n'y avait pas vraiment beaucoup de gens, alors le risque ne considérait pas vraiment cette partie-là. Les Américains avaient trouvé une opportunité d'avoir un point, de faire les commerces avec l'Approche-Orient, par exemple. Et c'est la raison pour laquelle, si vous regardez sur la carte du monde, la Russie est très proche des États-Unis. Seulement avec le détroit de Bering,
qui sépare les deux pays. Seulement 4 kilomètres qui séparent la Russie et les États-Unis à partir, bien évidemment, d'Alaska. La personne qui avait même négocié ça, il était considéré à l'époque, on l'attaquait, pourquoi tu as dépensé beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, c'est parmi les plus grands États américains. Alors, jusqu'à présent, il y a quand même une culture russe, en Alaska, dont notamment il y a environ plus de 13 à 14 militaires russes qui ont été enterrés là-bas après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a aussi la religion orthodoxe qui est aussi très permanente là-bas. Il y a même le président Poutine qui avait remis, au patriarche, de l'église orthodoxe, d'Alaska, lui a remis un cadeau en provenance, bien évidemment, du patriarche de la Russie. Alors, donc, il y a vraiment cette présence-là du point de vue architectural et consort qui continue à vibrer. Alors, Poutine s'est senti à la maison. C'est la raison pour laquelle Poutine et Trump se sont décidés de se rencontrer, bien évidemment, en Alaska pour faire vraiment ces débats. Alors, qu'est-ce que Poutine réclame? Poutine, lui, réclame, beaucoup de choses. 5 choses environ. D'abord, il dit, l'Ukraine et l'Union européenne doivent accepter de céder, certains territoires ou régions de l'Ukraine qui doivent être annexées à la Russie. Parmi ces régions, si vous regardez sur cette carte, bien évidemment, sous contrôle de la Russie, nous avons les Luhansk, nous avons Donetsk, nous avons Zaporizhia, nous avons Kherson. Ce sont les 4 régions occupées actuellement par la Russie. Mais également la Crimée qui était déjà occupée en 2014. C'est-à-dire que l'Ukraine accepte, bien évidemment, que ces 5 régions ne seront plus réclamées par l'Ukraine. Mais également, Poutine a aussi réclamé que la langue russe doit être considérée comme l'une des langues officielles de l'Ukraine. La deuxième région, la deuxième réclamation de Poutine lui dit que l'OTAN doit aussi diminuer son expansion vers la Russie. C'est-à-dire, il y a déjà environ certains pays qui, comme la Lituanie, comme on a dit, comme Latvia aussi, ce sont des pays qui fuient dans l'URSS, qui sont déjà des membres de l'OTAN. Alors, la Russie ne veut plus que l'OTAN s'approche avec leurs militaires, de bases militaires et consorts et leur armement du côté de la Russie. Que l'OTAN accepte de ne pas, faire leur expansion là-bas. Et que l'Ukraine accepte de ne plus, rejoindre, l'OTAN. Parce que si l'Ukraine rejoint l'OTAN, si Poutine attaque l'Ukraine encore une fois, selon la charte de l'OTAN, si un seul pays est attaqué, c'est tous les pays qui sont attaqués. Cela veut dire que Poutine fera face à 32 pays qui constituent actuellement, qui constitue bien évidemment l'OTAN. C'est la raison pour laquelle il ne veut pas que l'Ukraine entre dans l'OTAN. Il veut qu'il puisse avoir contrôle sur l'Ukraine. Surtout que l'Ukraine, non seulement est stratégique, il y a beaucoup de gaz qui sortent, qui passent par l'Ukraine vers l'Europe, qui fait entrer des milliards et des milliards d'argent à la Russie avec Gazprom, mais également aussi l'Ukraine est très riche avec des terres rares, des terres stratégiques. Et aussi, du point de vue géographique, ils ne veulent pas voir quand même son ennemi, qui est l'OTAN, à sa porte. Alors, voilà la raison pour laquelle, Poutine réclame ça. Il réclame aussi que le pays occidentaux ou l'OTAN stoppe aussi de livrer les armes à l'Ukraine. Pourtant, si ces pays stoppent de livrer ces armes, dont les États-Unis et d'autres pays de l'Europe de l'Ouest, dont la France, l'Allemagne, l'Italie et consorts, cela veut dire que l'Ukraine va finalement tomber dans les mains, de la Russie. C'est la raison pour laquelle, avec ces réclamations, Poutine et Trump, quand ils ont fait les statements, quand ils sont venus pour s'exprimer devant le public après leur sommet, les rencontres où les journalistes n'ont pas eu l'accès ou d'autres personnes n'ont pas eu d'accès, c'est-à-dire il n'y a pas eu vraiment de caméras, personne n'a su ce qu'ils se sont dit, ils n'ont pas vraiment dit ce qu'ils se sont dit. Ils ont juste dit, notre rencontre a été vraiment bien, tout ça. On sent combien de fois qu'il y a la volonté de négocier et qu'on sort. Et c'est la raison pour laquelle ils n'ont rien dit jusque-là. Parce que, bien évidemment, les réclamations de Poutine ont besoin, d'une analyse parfaite. Non seulement du côté de l'Ukraine, mais également du côté de l'OTAN. Trump a dit finalement que la rencontre qui va suivre, ça sera bien la rencontre avec le président ukrainien qui va être reçu à la Maison Blanche le lundi, 18 août 2025, pour que le président
Donald Trump lui transmette le message ou le compte rendu de la réunion et pour voir si l'Ukraine sera d'accord ou pas. Mais également, il y aura aussi des rencontres avec l'OTAN, les membres de l'OTAN, mais également l'Union européenne et consorts pour discuter dans l'ensemble et de voir comment ils vont bien évidemment accepter ou refuser ou trouver des compromis ou trouver un autre cadre d'échange entre la Russie et le reste de l'Europe ou de l'OTAN pour voir si la paix en Ukraine peut être bien évidemment une réalité. Mais déjà, il y a deux poids, deux mesures. L'Ukraine qui aussi est en train de souffrir, l'OTAN qui aussi est en train de dépenser des millions et des millions d'argent, Donald Trump qui ne veut plus la guerre, veut la paix, et aussi la Russie qui veut à tout prix, avec beaucoup de forces soutenues aussi par la Corée du Nord et d'autres pays évidemment qui le soutiennent, veut toujours pousser jusqu'à ce qu'il le reçoive, c'est ce dont il a besoin. C'est la raison pour laquelle ça devient vraiment beaucoup plus compliqué. Mais on va voir la suite, peut-être dans les semaines qui suivent, pour voir si la paix va bien évidemment revenir entre la Russie et l'Ukraine.